Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Aujourd'hui, épisode événement, épisode spécial, puisque c'est le fameux épisode des top 10 films d'After Cinéma 2 de l'année 2025, la crème de la crème. Au programme, on a un programme assez chargé, puisqu'on va commencer d'abord par la fin, puisqu'on va faire le reveal du grand gagnant ou de la grande gagnante du quiz de l'année 2025, où j'ai enfin compilé les scores et je vais faire le reveal de le ou la gagnante et du cadeau. Ensuite, on aura un quiz spécial de l'année 2025 avec notre guest star Nina. Ouais. Un petit billet d'humeur de Gaspard. Et ensuite, on rentrera sur notre menu principal, le top 10 films, le reveal comme tous les ans du classement consolidé de nos 4 top 10. Comment ça va l'équipe ? Hello Walid, ça va bien. Et ben donc avant tout ça, comme je l'ai dit, on commence par le reveal de la ou le gagnant. Alors, je vais peut-être commencer par le cadeau, comme ça monte un peu l'enjeu. Cette année, j'ai eu une idée un peu spéciale, puisque l'année dernière, pour rappel, j'ai offert des livres qui ont eu un franc succès, qui ont été dévorés par l'ensemble des lauréats. Donc j'ai décidé de changer. Ouais, c'est surtout que tu avais fait un cadeau à tout le monde. J'avais fait un cadeau à tout le monde. Cette Mais année, il n'y a plus qu'un seul à cadeau. moi, la gagnante de Oui, l'année. oui. Cette année, il n'y a qu'un seul cadeau, Voilà. que pour le ou la gagnante. Et donc, cette année, pour vous expliquer un peu le cadeau, il faut que je vous explique les coulisses un petit peu. C'est que à chaque fois qu'on enregistre les épisodes d'After Cinéma, on se fait une bonne bouffe. Et donc le cadeau pour le ou la gagnante, c'est que son repas pendant toute l'année d'enregistrement lui sera offert. Donc à chaque enregistrement, Ce serait hilarant que ce soit moi. je lui offrirai donc le repas, quel que soit le repas qu'on a Toute l'année toute l'année Si c'est d'enregistrement. gars, ça veut dire que je dois me payer tous mes repas. C'est l'horreur. Toute l'année, il aura son poids en sushi, s'il le souhaite, qui lui sera offert à chaque fois qu'on enregistrera notre repas. Mais t'as tout intérêt que ça s'arrête rapidement quand même. Non, c'est sur l'année, c'est sur l'année. En gros, il y a 10 épisodes dans l'année, à chaque fois. Donc voilà. Donc faites Cadeau vos à comptes. 700 balles. Ok. Alors, donc maintenant, qui a gagné cette belle récompense ? Déjà, c'est pas mal. Non, c'est une bonne idée ou pas ? Ouais, ça Bah, sera c'est bœuf. top. Moi, c'est bœuf fromage pour moi. Je Alors. sens que c'est moi. Je vais vous révéler Non, en fait, ça donc doit- les résultats. Ça doit être Cette toi, année- il aurait pas osé, je pense. Il y a une personne qui a roulé sur la concurrence. C'est-à-dire que je vais vous dire, en gros, les scores. Il y a 2 personnes qui sont ex-aequo à 13 points Ah putain. et la personne qui a gagné à 20 points. Donc elle a 7 points en plus. Donc c'est presque comme si elle avait joué 2 mois seule en fait. En mode, parce que à raison de 4 questions par épisode, c'est comme s'il y avait 2 mois où c'était qu'elle qui avait joué. Mais ce qui est hilarant, c'est qu'on sait pas du tout, nous là. Et donc la personne qui a gagné le quiz 2025 avec la bagatelle de 20 points, et ben c'est l'étalon des Pyrénées, c'est Gaspard. Yes. Vamos. Je suis dégoûtée. Ouais, Snéha et Nina, c'est fou, vous êtes tombés à 13 toutes les deux pile. Putain, Et, mais je suis non un mais monstre. Gas, ouais. Je Et suis un comment monstre. ça se fait ? J'ai brillé, je Ah non, comprends non, pas. en vrai, il n'y a pas eu match. Il n'y a vraiment pas eu match. Genre, j'ai réécouté les épisodes parce que du coup, comme je le dis à chaque fois, c'est que je compile pas les points pour pas savoir qui est en tête. Donc, hier soir, j'ai réécouté tous les quiz et genre, il y avait vraiment pas match. C'est-à-dire qu'il y a des points que vous avez où c'est en mode, à la fin, c'est Gaspard qui a donné la bonne réponse. On a décidé d'un partage des points parce que vous aviez un peu Oui, construit la ça réponse. c'était le dernier épisode qu'on a Ça, fait c'est notamment. arrivé par exemple au dernier épisode. Donc, en vrai, vraiment, il a Donc, vraiment en vrai, t'as roulé 12. sur la concu. Voilà. Donc, c'est Gaspard. Bravo. Putain. Bravo, Gas. C'est fou. Bah Une merci. réaction ? Merci Walid pour nous avoir concocté ces quiz tout au long de l'année. Je suis sûr que si tu faisais le quiz avec nous, tu serais premier. Donc, bravo pour tout et merci. Voilà. Et bah, bravo à toi. Bravo. Merci. Tu succèdes à Nina. Ouais. Tu marques ta première étoile sur le maillot. Putain, j'ai des grosses boulasses. Allez, Snéha, 2026, c'est ton année. Et bah, Snéha, tu peux tenter de te rattraper dès maintenant, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir un quiz un peu spécial sur l'année 2025. Enfin, je sais même pas. Mais celui-là, il va d'ailleurs, pas c'est moi qui l'ai compter. préparé. Celui-là ne compte pas, évidemment, puisque du coup, Donc ça sert à rien c'est de. un épisode un peu hors Pourquoi série. il compte pas ? Bah, parce que je joue, par exemple. Allez, Nina, the floor is yours. C'est à toi de mener le quiz, exceptionnellement. Et donc, exceptionnellement, je jouerai également. Donc, je commence le quiz de l'année 2025. Dans ma gestion des questions, il y aura peut-être des choses un peu mal organisées. Je vais essayer de faire au mieux.
On commence avec la question numéro 1. Le top 10, on va se rattraper sur les chiffres là, parce que ça a été une année Oh là là. trop faible en chiffres. Ça, je suis très au courant. Le là. top 10 des entrées en France. Je propose que vous allez chacun m'en donner un Ouais, à la suite. ok. On en fait Ah, c'est 10. trop bien. Et celui qui en a donné le plus remporte le point. Ça vous va? Ok. Donc, Snéa, je te laisse commencer. Attends, mais juste du coup, petite précision. Le top 10 des films français ou le top 10 Non, des Tout films confondu. tout confondus en France? Oui, Et le box-office en France, oui, de tous les films du monde. oui. Ouais. Ok, très bien. Ok. Je commence. Alors, je dirais une bataille après l'autre. D'accord. Enregistré. Mais du coup, toi, tu dis pas, c'est ça? Comme vous voulez. Je peux dire. Bah, faut peut-être. Non, que- non, ça va trop me déprimer. Ah, d'accord. C'était non la réponse. Mais si, c'était oui. Il Mais n'est pas oui. dans le top 10. Ah, pourtant, il a dépassé le million. Hein. C'est terrible. Il n'est pas dans le top 10. Walid, à toi. Mais est-ce qu'on a le droit d'avoir sous les yeux la liste des films de l'année ou pas? Non, non, c'est pas comme ça. Ok. Tu veux le top 10 des films de l'année peut-être? Moi, je vais dire Zootopie 2. Bravo, Walid. Je suis Gaspard. tellement contente que tu fasses pas partie du quiz, c'était insupportable. Bah, en fait, ça, je l'ai déjà écouté il y a pas longtemps. J'ai lu là-dessus, mais je l'ai plus tout. Mais tout en arrête, tête. arrête, tout est insupportable. Ah, il est insupportable. Ouais, C'est pour vraiment. ça qu'on peut pas faire les Gaspard quiz. Partir un jour. Non. Snéa. Yes, yes, yes. Camelot. Non plus. À moi. Oui. Les Tuches 5. Oui. Oh, ça rase. Gas. Allez, il y en a qui sont trouvables quand même. Hein. Ouais, moi, je veux dire celui avec Timothée Chalamet sur le rocker, là, à New York. Malheureusement. Parfait inconnu. Malheureusement, Parfait inconnu. non. Snéa. Enfin, dernier. Voilà. Deux derniers tours, puisqu'en fait, là, on en aura fait 9. Puis. Valeur sentimentale? Non. Eh, Ah, mais vous vous pouvez prenez trouver. les gens D'accord pour avec des toi. méga cinéphiles. Ouais, ouais, Oh, vous ton pouvez valeur trouver. sentimentale, s'il fait Mais, 30 000 mais entrées, oui, il est mais bien on connaît déjà. pas les autres. On connaît pas Si, les autres. si. Si, Il y en a si. que vous connaissez. Bah, déjà, il y a F1. Oui. Gaspard. Alors, un petit indice, il y en a encore 2 dans cette liste que vous avez vus. Est-ce que s'il y a des films sur les plateformes, ça compte ou pas? Non. Je sais pas, vas-y, 10 ans. Gaspard donne sa langue au chat. Mission Impossible. Oui. Snéa, Bravo, un point. Sné. Bravo. Walid. Alors, je sais plus c'est le numéro combien, mais Conjuring. Eh bien, oui. Non. Non. Désolé. C'est refusé. Ah oui, il veut donner les numéros carrément. Je suis trop contente. Et Gas, le dernier. Tu peux en avoir un peut-être. Franchement, Un qu'on a vu récemment au cinéma. Pendant les vacances. Pendant les vacances avec mon père. Avec des lunettes. Avatar. Je faisais 1-3. Bon bah ce point est remporté par Walid. Je vous fais le top 10, ça vous intéresse? Allez, go. En 1, Zootopie 2. En 2, Avatar. En 3, Lilo et Stitch. En 4, Formula One. En 5, Jurassic World Renaissance. En 6, God Save the Tuche. En 7, La femme de ménage. En 8, Minecraft le film. En 9, Dragons. Et en 10, Mission Impossible, The Final Reckoning. Je pensais pas que les dessins animés prenaient autant de place. Et oui. Ça va nous arriver un jour. Hein. Ah, ça emmène les gosses au ciné. Hein. Ça les emmène pas voir valeur sentimentale. Hein. Donc, il y avait une question bonus, mais ça a été trouvé par Walid. Donc, un seul film français se démarque dans ce top, et c'est God Save the Tuche. Est-ce que vous avez une idée du deuxième plus grosse entrée d'un film français cette année, évidemment? On l'a pas dit là, du coup? Non. Non, le premier, c'est Les Tuches, et du coup, le deuxième figure pas dans le top 10, mais Chien 51? non. Est-ce que c'est avec des acteurs qui sont très connus? Ouais, Donc on l'a pas Est-ce vu. Du que c'est... c'est devenu un jeu plus que... coup. On l'a pas vu du coup. Je peux pas répondre à ces questions. Est-ce que c'est un film de Quentin Dupieux? Non. meuf, Est-ce que bon, c'est là. dossier... piano, Est-ce que il c'est fait dossier film. 137? Non. Mais on Non. peut pas dire si on l'a vu ou pas. Genre oui ou non. Ah non, parce que tout le monde ne l'a pas vu, c'est ça. Est-ce que c'est une comédie? Ah, c'est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan? Ouais. Putain, Et j'allais en, dire... fait, le truc, c'est qu'avec ta question, tu t'es donné la réponse. Ouais, il Mais a bon. deviné. Non, mais bravo. Une c'est bien. réponse. Et vous Putain, pensez j'aurais pas que c'est Un point pour moi donc. Ouais, bravo. avec 1,5 million de téléspectateurs.
Enfin, de téléspectateurs, non. Spectateur. De spectateurs. Ma troisième égalité, question... Vous êtes à égalité, tout à fait. Pour la troisième question, c'est le moment de briller. Les déceptions du box-office français. On peut refaire le même système parce que L'accident de piano. Aussi. L'accident de piano. Eh bien non. Attends, c'est quoi? C'est Mais le flop attends, 10 là? c'est quoi? C'est flop 10, mais en fait, c'est Les du moins coup, c'est rentables. plus aléatoire que ok. c'est plus aléatoire que mon top 10, mais c'est quand même genre j'ai Ok. consulté plusieurs sites et c'est revenu les mêmes. Connemara. Non. Et on fait comme ça? On fait comme on tourne? Ouais, on fait dans le sens du coup. À toi, Walid. Alors, putain, j'ai un doute sur le titre, mais c'est Papa Mobile, non? Un truc comme ça, un truc sur le pape là, Non. avec Admirad. Ça ne figure pas dans ma liste. L'amour, c'est surcoté. Non. Avignon. Non. Alors, bon, vous voulez que je donne un peu des petits indices? Il y a un Non. film, Snack, Elle t'aurais dit de la aimé merde, voir. cette conne. Que j'aurais trop aimé voir. Ouais, le sujet Il t'intéressait. m'intéressait. Ah, c'est. Ah, c'est Freud. Non. Non. Ah oui, Euh, valeur sentimentale. non, c'est un film. Totalement pas T'as déjà Si, vu si. d'autres programmes C'est audiovisuels autour de ce sujet? coproduit en France. C'est par rapport à la psychiatrie. Non. C'est par rapport. Par rapport à une situation La- politique. L'agent Par secret. rapport à un événement historique plutôt. Dossier Pardon. 137. Non. Par rapport à la guerre Tu as froide. déjà vu une série sur ce. Ah, Kaboul. Ah oui, 13 jours, 13 oui, nuits. 13 jours, 13 Oui. nuits. Putain. Bravo. Gas, un point. Mais non, c'est comme tout le Non, top film. non, c'est pas comme ça. Ah oui, t'as raison, ça marche pas comme ça. Agrandir le plus. Ok. Je veux plus jouer avec eux. Non, mais trop, on est loin Donc d'avoir attends, 10 donc là films. c'est qui? Non, mais en vrai, là, j'ai triché, donc ça compte pas. C'était pas à moi, je crois. Ah si, c'était à moi, non? Non, c'était. Bah à si moi. de toute façon là vous arrivez pas, faut que je vous donne des indices, non? Ouais, bon après on fait pêle-mêle de toute façon maintenant. C'est Ouais, ceux de qui arrivent à toute en façon, trouver quoi. Ouais, voilà. Venez, on donne le point à Sné, en vrai. Ouais. C'est son film, celui-là. Il y a un film, Nino. il y a un film qu'on a tous vu. Chien 50... Ah non, Ah, je dit. sais un film qui a peut-être pas marché. Chien 51. Ouais. Allez, Ah Gas. ok, donc c'est flop en mode ça, oui, c'est pas très rentable ou quoi. Voilà, exactement. Ah oui. Camelot investi- du coup il doit être dedans non? Je l'ai pas dans ma liste. Walid, mets-toi à jour sur la liste, s'il te plaît. Ah ouais. L'homme qui rétrécit. Oui, il y est. Pampa. Non. Non. La Pampa, non. Parmi tous ces films, il y a le film d'une réalisatrice très connue. Très très connu, c'est très. Oh, je sais, Alpha. Ouais, bravo. Ah oui, bravo. Parmi ces films, il y a un film qui a été, qui est un film TF1. Un film avec une actrice connue, une actrice qui a notamment joué. Dans la bande à Fifi. Non. Audrey Fleurot. Non. Une actrice télé qui joue dans Chasse gardée, si je me trompe pas. Ah oui, c'est le truc d'hôtesse de l'air là. Je sais plus Ah comment oui, ça s'appelle. si. Apprenti hôtesse de l'air. Non, attends. Samantha, hôtesse de l'air. Non, c'est un prénom et hôtesse de l'air. C'est Je le trouvais pas. Cassandra. Non, c'est Non, en vrai, c'est presque. En vrai, c'est brillant, mais c'est C'est Sandra. Vanessa, hôtesse de l'air. c'est. Attends. Nadia, hôtesse de Je l'air. l'ai trouvé. Natacha. Natacha, c'est ça. Bon, là, c'est un point partagé du coup. Bravo. Natacha, presque hôtesse de l'air. Et il y a le C'est une film. BD, ça. Bon, après, je sais pas du coup quand s'arrête ce truc. Donc je propose que j'en donne un dernier. Ok. Il y a le film d'une réalisatrice qui était assez attendue cette année parce qu'elle a fait un film qui a eu un succès critique il y a quelques années. Un film avec Oulaya Amamra. Ah oui, ok. Sauvage. C'est non, c'est le truc. Putain, je vais pas le dire. Sauve bête. Une pour toutes. Toute pour une. Et il y a aussi, si quelqu'un veut se démarquer, là je sais que je peux encore donner un indice, un film dans lequel, mais je crois qu'il l'a réalisé d'ailleurs, mais attention, je suis pas sûre, un film de Jean-Pascal Zadi, ou avec Jean-Pascal Ah oui, Zadi. attends, comment il s'appelle? Merde. Le grand déplacement. Très bien. Bon, je pense qu'on donne le point à Gaspard qui a fait 2 et Sné à 1 et Walid 1. Allez, on enchaîne. C'est un peu une question chiffre, mais Ok. déjà,
Ma T'es question, elle est en comptable plus- ou quoi? elle est en plusieurs... Ma question, elle est en plusieurs temps. Pour vous, est-ce que la fréquentation cette année, elle a augmenté ou reculé? Tu l'as Augmenté. baissé. Reculé. On est tous d'accord sur ça. Donc Moi, là, j'avais dit vous, augmenter. vous me dites tous un pourcentage de recul. Ah, Et c'est celui pourcentage qui de se recul. rapproche le plus. Ah merde, putain. On réfléchit Parce dans que je notre connais le tête. chiffre, mais le total, mais je connais pas le pourcentage. On réfléchit dans notre tête et on le dit tous ensemble. Vous me dites... Non, chacun votre tour. Bah non, Ah, sinon je dis Ok, en fonction tous de ensemble, l'autre. tous ensemble. Bah, ouais. Moi, je dirais que ça a reculé de 5,8%. D'accord. Bon, bah, Vas-y. Bah, vas-y. On fait toujours comme ça, de toute façon, on Ouais, s'inspire de la réponse Ok. des autres. Ok, bah moi je dis. Tu dis quoi toi, Walid? Non, allez, gaz. Ok, je dis 7,5%. Moi, je dirais. Attends, je crois que l'année dernière, je dirais 16%. Faut faire les calculs. Non, non, c'est Walid. Ah. C'est Walid qui remporte le point. C'était 13,6%. Ah oui. C'est 156,8 millions. Bravo, Total. Walid. C'est exactement ça. Donc, Walid prend la tête. Maintenant, Faut bien que je gagne le seul auquel je participe de toute ma vie. c'est Gaz qui m'a soufflé cette idée pour Ah ouais. terminer ce Il est quiz. jugé parti, le mec. Non, c'est au cas où le concept Non, c'est de la merde. C'est elle pour, se défend. pour terminer ce quiz, je vais vous faire des petites questions Ouais, sur certains films qu'on a vus cette année trop pour bien. être sûr que vous vous souvenez bien de l'histoire. Ah ouais. Des petites questions niches. Ça, je vais réussir. C'est hilarant, putain. Donc, dans le film Partir un jour, à la fin de la chanson Fame Like You, est-ce que vous vous rappelez de ce qu'ils se disent? Quand la chanson se termine, elle lui dit quelque chose, il se passe quelque chose, elle lui dit quelque chose. Elle dit à qui? À Bastien Bouillon? Ils sont que dedans. Donc là, ça commence Mais c'est très qui? mal. C'est avec qui là? C'est avec les deux? Celle sur la Bah, patinoire. ils s'embrassent à la fin. Ouais, bon, déjà, ouais, ils s'embrassent, mais elle lui dit un Ah truc. bah elle lui dit genre si seulement t'avais fait ça à l'époque. J'ai Bon, attendu je ce vais- moment je vais toute ma vie. Je vais donner le point à Walid parce que c'est ils Quoi s'embrassent quand même. C'est ça le truc Mais- important. Mais c'était pas ça, t'as. Attends, mais t'as Non, c'est dit, vrai que ils se c'est- sont dit non, quoi? c'est Moi, point sinon, pour je quatre, serais. ouais. Si je me j'aurais En fait, dit, ils j'ai s'embrassent. cru que vous alliez encore faire une question. Enfin, vous allez encore donner la réponse ensemble en fait. Non, mais point pour Gas, en vrai, c'est pour Gas. Non mais qu'est-ce qu'ils se disent? Du coup Oui, j'ai oui, gagné. c'est Mais ça, qu'est-ce qu'ils c'est ça, font? la Walid a consigne. gagné. Non, non, mais la consigne, c'était qu'est-ce qu'ils se disent. Donc Mais ça. c'est pas exactement ça qu'ils se disent. Hein. Non mais ils se disent genre t'as capté l'idée genre en mode J'attendais que ça. j'attendais que ça voilà, depuis ouais. des années. Bah oui, elle si lui ce- dit j'ai cru que t'allais m'embrasser, mais t'es parti avec tes potes. Ah ouais, non, Ah oui, c'est. c'est vrai. On est un peu loin de la phrase. Mais si, Non, c'était je à rigole, l'époque. Je rigole. Bon bah un C'est pour partout taquiner. si vous voulez. Ouais, un partout, allez. Allez, balle au centre. Qu'est-ce qui interrompt ce baiser? Elle a mal au ventre, elle va faire une fausse couche. Bravo Oh, bien Snéha. joué. Bravo, très très forte. C'est exactement la réponse attendue. Tu mériterais presque 2 points. L'encouragement, c'est. Dans la dernière... non, c'est pas du tout la dernière scène, mais Juliette Armanet chante une chanson avec sa mère dans le van. Vous vous souvenez de la chanson que c'est? Parole. Non. Bravo. Oui. Elle a l'outrecuidance de me corriger en plus. Bravo. Walid. Dans The Brutalist, est-ce que vous vous rappelez d'où vient le marbre? Oui, Italie. Italie. Mais... De Carrare. Carrare, ouais. Magnifique. Putain. Magnifique. Très fort, je pensais que personne l'aurait celle-là. Bah, c'est le seul endroit où il y a. Dans The Brutalist, sur combien d'années se déroule le film? Ce brutaliste sur 30 ans. ce film. Ah ouais, jusqu'à la Vous fin. vous donnez tous un chiffre? Ok. Ok, 40 moi. Attends, à la fin, il est vieillard. Donc, attends, il doit avoir la quarantaine. Vas-y, je vais dire 50 ans, moi. Bravo Snéha, c'était 33 ans. Putain. Bien ouais. Bravo. Dans Dossier 137, quel est le lien qui relie Stéphanie Bertrand, donc qui est la meuf de l'IGPN, à Guillaume Girard, Et qui l'histoire, est c'est pas celle d'un maire, d'une qui mère est et le son jeune qui se fait tirer dessus. Bah, il Bah, vient- la mère, elle travaillait pour sa mère à elle. Ouais. Bravo Snéha, Bravo. encore un point. Ils pour viennent de Saint-Dizier, surtout là où il y a les non, rafales. ils viennent de Saint-Dizier, mais c'est surtout Non, que la mais mère le de lien, Guillaume, ouais, elle a c'était été l'employé, l'aide-soignante de sa mère. Ouais, c'est vrai. C'est très bien, c'était faire. très dur. C'est faire que le point parte à ce niveau. Ce film sur l'histoire d'une mère et son fils. Donc voilà, c'est la fin de ce quiz. Donc je vais comptabiliser. Bravo. Donc je félicite Sina et Walid pour cette victoire commune. Tout ça parce Finalement, que il n'y je a vais rien avoir de plus mon beau plat que de gratuit. devoir partager une victoire.
Et Trop Gas, qui contente. était le grand gagnant, montre que cette année, il est peut-être un peu sur le déclin. On verra. C'est peut-être le début de la fin. Merci, c'était trop fun. Ouais, c'était vachement bien. C'est le seul quiz que j'ai presque gagné. J'aurais dû faire une question pour départager, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. Allez, et ben on enchaîne sur un exercice périlleux et inédit, une carte blanche par un auteur, un nouveau chroniqueur, Gaspard, qui se lance dans un billet d'humeur. Je sais pas du tout ce qui va devenir, qui va suivre, mais vas-y, c'est parti, Gas. Ça va être très normal, t'inquiète pas. Voilà, donc je voulais juste faire une petite dédicace aux films qu'on a le moins aimé cette année avant de découvrir ceux qu'on a le plus aimé, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Donc bien sûr, c'est les films qu'on a le moins aimés, et en aucun cas ce sont les moins bons films de l'année, puisqu'on n'a aucune prétention à dire que ce film est mieux qu'un autre, mais on a quand même le droit de dire lesquels on a moins aimé. Donc vous le savez tous, il n'y a pas trop de suspense, je ne vais pas faire de reveal parce que vous le savez tous. Donc le film qu'on a le moins aimé avec Nina, c'est Mountain Head. Et le film que vous avez le moins aimé, Sneha et Walid, c'est I Love Peru. Ouais. Donc voilà. À votre avis, je vais commencer ce billet par une petite devinette. Un autre quiz encore. Ouais, parce que je me suis dit que j'allais faire un petit quiz moi aussi, mais devinez lequel des films on a traité cette année et qui a eu la moins bonne note sur Letterboxd. Ah, de la note moyenne générale. Ouais, la note générale sur Letterboxd. Connemara? Non, Mission Impossible? non. Indice, faut pas aller chercher loin. Bah genre faut pas aller chercher, Queen. il y a plus de 1 minute. De Mountain Head. Ouais, Mountain Mountain Head. Head, bravo. Ah oui. Wow. Donc Mountain Head a eu 2,5 sur Letterboxd, Ça va. ce qui fait de lui le film le moins bien noté sur Letterboxd qu'on a traité cette année au podcast. Putain, c'est marrant ça. C'est ouf. Non, Donc ouais. ce qui fait de Nina et moi des gens plutôt en accord avec la communauté Letterboxd. Des normies. Des normes. Alors que I Love Peru, tu penses que c'est à combien, Snéha? I Love Peru. Oh là là. Je pensais pas que ce serait plus que Mountain Head. Bah, Peut-être moi, déjà, dans les gens que 3,2. Je suis. 3,2, Oh putain. pas mal. Ah bah bravo. Donc Ah non, mais c'est la bonne 3. réponse. C'est 3. Ah oui, c'est 3. Waouh. Ensuite, le top 3 a été donc le troisième film qu'on a traité cette année qui a été le moins aimé sur Letterboxd. C'était Connemara, qui a été deviné par Snéha. Ouais. Mais il y en a un qui est niché entre les deux. Ah. Donc Connemara, c'est l'antépénultième Ouais. et Mountain Head, c'est le dernier. Donc il y en Ok. a un entre les deux. Qui est le deuxième le moins aimé par les gens sur Letterboxd. Voilà, qu'on a traité. qu'on a traité et qu'on a tous vu. Qu'on a tous Au vu. contraire d'ailleurs Ouais. de I Love Peru et de Mountain Head, Euh, ce qui en fait une bonne année. Non, Mountain Head, on l'a tous vu. Oui, Mountain Head, on l'avait tous vu, ouais. Chien 51? Non, Un film qu'on a aimé ou pas? Pas trop. Indice, c'est un film de plateforme. Ah, le truc avec Omar Sy. Ouais, c'est ça. Ah, French C'est Lover. French Lover qui a obtenu la note de 2,6 Putain, j'ai un sur, C'est pas beaucoup quand même. sur, Ah ouais. sur Letterboxd. Et ce qui fait du coup le film le moins bien noté et le deuxième film le moins bien noté, c'est 2 films de plateforme. Donc je trouvais ça quand même intéressant Ouais. de noter que parmi vrai. ceux qu'on a traités, c'est 2 films de plateforme. C'est vrai. Et surtout qu'on n'en donc, traite pas c'est- beaucoup, hein, des films de plateforme, parce qu'il y en a quand même, ils Ouais. produisent, hein. Ouais, Ils on sont en- défoncés derrière. Bah effectivement, c'est un peu ballot quoi. Ça nous donne pas très envie de faire plus de films de plateforme, je pense. Donc Snéha, elle a deviné Connemara à 2,7 et ce qui est cocasse, c'est que du coup Connemara, donc on est allé voir juste avec Nina, donc on vous l'a épargné et vous nous avez épargné I Love Peru, donc je Ah trouve ouais. que c'est bien, on se tire vers le haut quoi. Ça c'est une bonne note. Je voulais aussi noter que j'ai fait voir à Nina un film qu'on n'a pas traité nous pendant le podcast cette année, qui est un film de cette année et qui a une note encore moins bonne que Mountain Head et qui est Un mariage sans fin, l'adaptation. Ah ouais, mais je l'ai de- vu ça, moi. Tu l'as vu je l'ai aussi, vu aussi, ouais. L'adaptation de Le remake français. le remake français de Palm Pas Springs. de Palm Springs, Springs. un de mes films préférés. Et Et c'était pas bien? Catastrophe. c'est une catastrophe, mais annoncée. Enfin, je veux dire, D'accord. c'est Ouais. pas Ok. encore un film de plateforme, certes. Et je voulais juste
juste ajouter un petit truc, c'est que lors de la création de ce classement, Nina elle a voulu mettre dans ses pires films de l'année le film Joker Folie 2, alors qu'en fait c'est un film de 2024. C'est dire si elle l'avait détesté. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. On a hâte Merci. des meilleurs films. C'était super. Trop bien. Et ben merci pour ce petit exercice rétrospectif. Et ben maintenant, on va regarder complètement de l'autre côté, puisqu'on va rentrer dans le top 10 films de la rédac After Cinéma. Allez, rien ne va plus, les jeux sont faits, on rentre dans le top 10 films sans plus tarder. Donc juste avant, brève petite explication de comment fonctionne le classement du top 10. Donc je vous ai demandé à chacun et chacune de faire de votre côté votre top 10 films. Donc, les films qui intègrent ce top 10-là, c'est les films de votre top 5. Donc, en gros, dès que votre film est dans votre top 5, il gagne des points. S'il était premier, il gagne 7 points. Deuxième, 4 points. Troisième, 3 points. Quatrième, 2 points. Et cinquième, 1 point. Et si un film que quelqu'un a mis dans son top 5, vous l'avez mis au-delà de la 5e place, il gagne 0,5 points en plus. Donc, imaginons, j'ai mis film A 5e. Si Gaspard l'a mis 8e, il gagnait 0,5 points en plus. Ça permettait de départager. Voilà C'est pour le système probable. comptable. Qu'il soit pas dans mon top 10. Et donc, sans plus tarder, on commence avec ce top 10 et la 10e place, où il y a un seul film. Une seule personne qui l'a mentionné à la 5e place de son classement, c'est The Life of Chuck de Mike Flanagan. Et je donne la parole à Nina. C'est moi. On a un premier choc là. Gaspard est en PLS. Ok. Nina Esnea et moi, pour l'info, on l'a pas vu ce film. Donc ça va être un duel entre Gaspard et Nina. Alors, Non, je rigole. c'est un film, donc la surprise est totale. En fait, c'est un film qu'on a vu il y a pas longtemps dans les films qu'on a voulu rattraper de l'année. Parce que mon père nous en avait parlé, il l'avait adoré et pareil, j'avais une amie qui m'en avait parlé. Et en fait, c'est un film qui se passe en 3 volets. Et en fait, il faut dire que le premier volet qu'on a regardé, je me suis dit c'est pas possible, c'est le pire film du monde. Vraiment, du coup, je vous dis pas ce qui se passe parce que, en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est que, et moi, c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est que, c'est hyper intelligent, mais en fait, tu comprends tout à la fin. En fait, tu comprends les volets du début à la fin. Chaque volet, tu veux dire? Non. Je trouve que c'est vraiment à la fin où tu comprends le tout, mais effectivement, ça s'éclaire au fur et à mesure, mais jusqu'à la fin, il y a des trucs que tu découvres, je trouve. Et du coup, le premier volet, j'avais l'impression que c'était un truc complètement dystopique et tout, genre je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et en fait, après, tout s'est éclairé. Et il y a quand même vraiment, c'est vrai qu'il y a vraiment des belles scènes. Et après, c'est très onirique. Il y avait un peu des références. Enfin, pour moi, ça me rappelait vachement des films que j'avais vus étant plus jeune, comme Big Fish ou comme comment s'appelle le film où il naît très vieux. Benjamin Button. Voilà, il y avait un peu des inspirations comme ça. Et donc, ça m'a un peu ramené dans un univers d'enfance. Et surtout, je trouvais que c'était hyper intelligent, hyper beau. En fait, je sais pas comment dire, sur le moment, je me suis pas dit incroyable. Et en fait, après, vraiment, en y repensant à la construction du film et aussi à vraiment certaines scènes et tout, j'ai eu quand même envie de l'intégrer dans mon top. Trop bien. Voilà. Ça donne grave envie. Mais je pense que la surprise de gars, c'est que genre toi, t'as pas aimé, tu t'es ennuyé en fait. Ouais, j'ai pas trop aimé. Je me suis un peu ennuyé, effectivement. J'ai pas trouvé ça m'a pas transcendé, ouais. Mais je dois dire quand même que c'est basé sur une nouvelle de Stephen King. Mais c'est un film qui est un peu divisé, hein, parce que moi, Écran Large, qui est un média que je suis, où ils ont un podcast, c'était leur film de l'année. The Life of Chuck. Et mais moi j'ai l'impression d'être passé à côté, mais en même temps d'avoir quand même adoré après. C'est ça qui est un peu l'ambiguïté du truc. Un retardement. Mais Quoi. Mais moi, je suis curieuse que d'avoir votre avis sur ce film. Je vous le conseille, moi. Et c'est quoi les points faibles? C'est quoi ce qui fait que tu peux passer à côté du film? C'est un peu lent. Ouais. C'est un peu lent, contemplatif, Ouais. onirique. C'est de la science-fiction, mais fantasy. C'est de la fantasy, en fait. C'est très psychologique C'est aussi. très je trouve. psychologique. C'est très psy sur un peu l'humain, sur tes angoisses, sur la transmission, enfin sur plein de trucs. C'est un peu sur l'humain, les sciences sociales humaines, et il faut accepter de rien comprendre et se laisser embarquer et tout.
Il y a presque une dimension un tout petit peu fantastique aussi. Mais et ça nous a rappelé aussi le film de The Fablesman. Mais voilà, justement, ça nous l'a rappelé mais ça nous l'a rappelé en nous disant aussi, enfin là on était d'accord avec Gas sur ce point, que c'était quand même vraiment et en dessous. pas de cette... Mais il y a un peu ces belles scènes de ciné du point de vue d'un enfant, un peu très cinégénique, et très... Je trouve qu'il y a quand même vraiment des inspirations. Ok, c'est bon pour cette 10e place. Tout à fait. Et ben, je suis contente qu'il soit arrivé à la 10e place. De toute façon, tous vos films dans vos top 5 sont intégrés dans le classement. Voilà, je vous le dis, ils sont tous. Donc, une fois n'est pas coutume, il n'y avait pas d'ex-aequo à la 10e place, mais à la 9e, par contre, ça se rattrape, puisqu'il y a 3 films ex-aequo, donc on va faire peut-être un peu plus short. Enfin, il y en a un sur les 3 où je vais vous laisser prendre un peu plus de temps. Mais on va commencer par le premier, c'est Mickey 17. Mickey 17, désolé Gaspard. Et donc là, c'est moi qui l'ai mis 5e de mon top. Et il y a juste une mention en dehors du top 5 qui est de Sné, qu'il avait mis 6e. Donc il a failli être dans son top 5. Alors, pourquoi moi j'ai voulu mettre ce film parce que déjà, j'avais adoré. J'avais passé un super moment. CF m'a critique à l'époque en février dernier ou mars dernier, je me souviens plus. Mais aussi parce que je trouve que c'est un film qui est un peu méjugé, qui est un peu méprisé, qui a un peu été oublié. Et bon, du coup, dans un top 10, c'est aussi les films qu'on a envie de défendre, mettre un peu plus en avant. Donc j'ai un peu voulu faire remonter aussi ce film-là parce que aussi m'est resté en fait. Bon, après, il y avait tous les ingrédients, c'est-à-dire que j'adore Bong Joon-ho, j'adore Robert Pattinson, donc le film m'est resté, le fond politique, l'humour m'est resté. Et puis en plus je trouve que passer après Parasite, qui est considéré comme le chef-d'œuvre un peu de Bong Joon-ho, qui a été le succès critique de partout, hyper récompensé, je trouve que c'est une épreuve hyper difficile. Et je trouvais que c'était un film audacieux pour passer après ça, parce que Parasite, c'est vraiment un succès critique et populaire d'un film quand même qui est accessible. Et derrière, d'aller sur de la SF pure comme ça, j'ai trouvé ça aussi courageux. Et voilà, donc dans l'ensemble, c'est aussi pour ça que j'ai voulu le plébisciter, parce que je trouve que Bong Joon-ho, ça reste quand même du très bel ouvrage, et que c'est aussi un film qui était risqué et que je trouve très réussi pour ma part. Non, je suis totalement alignée avec toi. Il m'est resté à peu près les mêmes choses. C'est un film quand j'y repense en ayant le sourire aux lèvres. Je regarde ce qui m'avait fait rire. Je trouvais que sur le plan politique, c'était assez bien amené, et c'était quand même, ça restait du divertissement, même en ayant un propos derrière. Et c'est pas très fréquent, je trouve. Donc tu trouves que le monsieur qui joue le président, il est bien amené, lui ? Non, effectivement, il y avait quelques éléments que je trouvais peut-être plus lourds que d'autres. Après, c'est de l'humour grotesque, c'est de la farce où tu tires le trait. Et en plus, ce que je trouve un peu intéressant, c'est que depuis que le film est sorti, parce que bon, faut dire les termes, le personnage, il est directement inspiré de Trump, la réalité a quand même dépassé le film. Donc ça, je trouve que c'est aussi fort, où on se disait que c'était grotesque, que c'était de la farce au moment du film. Et maintenant, ça paraît même peut-être un peu modéré, quoi. Ouais, moi je sais, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai presque oublié, mais je pense que ce qui me reste, c'est vraiment Robert Pattinson et son jeu d'acteur qui est de personnage et tout. Je pense que c'est ce à quoi je pense, ouais. Et j'aime bien le concept en fait aussi d'un mec. Enfin voilà, j'aimais bien le concept du film. Et on peut continuer toujours à la 9e place. Tac, je vais citer. Oui, on va commencer par celui-là qu'on a traité dans le podcast et on fera le 3e après. C'est Eddington de Ari Aster. Et là, c'est Snéha qui l'a mis 5e de son top 10 film, et moi qui l'ai mentionné à la 8e place. Alors j'ai beaucoup aimé Eddington. Je pense que ce qui me reste, c'est la réal. J'ai trouvé que c'était vraiment parmi les plus belles images que j'ai vues de 2025, et il me reste aussi pareil, cette idée de vouloir décrire l'Amérique, peut-être avec parfois certains traits un petit peu peut-être trop soulignés, mais je trouve ça quand même globalement assez juste. J'aime beaucoup le cynisme de Ari Aster dans le film, et en même temps j'aime bien ce personnage aussi qui finit par être attachant. Donc voilà, moi j'ai pas vu le temps passer, et franchement je le regarderai encore avec grand plaisir.
Voilà, et j'étais à peu près sûre que... Enfin, je sais qu'il n'a pas été beaucoup cité cette année, donc c'était un peu pareil. J'avais envie de lui rendre hommage quand même. Je trouvais que c'était un film de bonne facture. Ouais. Voilà pourquoi je l'ai mis en 5e. Bah, moi, je suis grave dac. Je l'ai mis dans mon top 10 parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai hésité parce que du coup, c'est marrant parce que moi, dans mon top 10, à la 7e place, il y a Bugonia et à la 8e, il y a Eddington. Deux films que je trouve un peu, pas jumeaux, mais en tout cas où il y a une filiation. Bon, finalement, j'ai fini par mettre Bugonia au-dessus, mais Eddington, je trouve que il a bien vieilli, il m'a plu et le truc que j'ai vraiment adoré, je suis d'accord avec toi, c'est les personnages, notamment le personnage de Joaquin Phoenix. Je trouvais que c'était vraiment bien. Et pareil, l'humour aussi, pour le moment, c'est un peu un fil, un fil blanc de ces tops-là, mais c'est que l'humour aussi m'est pas mal resté, cet humour un peu cynique, ouais, je suis d'accord. Et ben, on enchaîne, toujours à la 9e place, et là, c'est à vous de jouer, puisque c'est l'épreuve du feu. Et donc là, l'épreuve du feu, c'est notre ami Gaspard qui l'a mis 5e, et notre amie Nina qui l'a mentionné à la 8e place de son top 10. C'est un film qu'on a rattrapé parce qu'on avait entendu des bons échos dessus. Je crois que Ulysse, mon cousin, avait adoré. Et franchement, on n'a pas été déçus. Moi, j'aime pas trop normalement les films où c'est des acteurs jeunes, surtout que maintenant, les jeunes, ils sont plus jeunes que nous. Et en fait, là, j'ai adoré leur insouciance, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré leur jeu, j'ai adoré là où ça se passait sur une île, quand ça se passait pendant un été, les dynamiques entre les amis d'enfance et en fait, ils ont plus été amis, puis il y en a un qui est revenu, mais d'une autre forme. Et enfin, c'était vraiment d'une insouciance et d'une justesse que j'ai trouvé rare et franchement, il m'a énormément touché. C'était c'était pour moi un grand moment de cinéma. Ouais, moi aussi, j'ai adoré ce film. Il y avait plein de gens qui m'en avaient parlé et j'attendais vraiment avec impatience de pouvoir le voir. Et il y a deux choses. Moi, je trouvais ça bien. L'acteur principal, je l'avais déjà vu dans un film de Ozon, été 84, je crois. Ouais, 80... Oh, putain, je sais chacun plus. une année différente. Moi, j'ai dit que c'était 85, mais C'est 85, je crois. Et je crois que t'as raison. Mais à part ça, en fait, tous les autres, on les avait pas vus. Et moi, j'étais content pour une fois de voir un nouveau cast. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qu'on a l'habitude de voir. Et j'aimais bien un peu d'avoir le sentiment de partir d'une page blanche. Je vais y arriver, page blanche. Et je trouve que c'est vraiment un film sans prétention et qui explore un peu plein de dynamiques que tu peux avoir dans ce passage un peu entre l'adolescence et l'âge adulte par rapport à tes anciennes relations. Lui, en plus, le personnage principal, avant, il était vraiment plus fort. Et là, il a vraiment eu un changement physique. Donc, il y a aussi le changement du regard des gens et tout. Mais tout ça ne tombe, je trouve, ça tombe jamais dans les clichés. C'est-à-dire que, tu vois, il y a plein de moments où, par exemple, on voit aussi l'effet un peu de bande, mais c'est pas un effet hyper caricatural en mode tout le monde est hyper bâtard avec lui. Ouais. Tu vois un peu les dynamiques qui se créent dans les groupes, ou est-ce que je vais un peu avec le mec pas sympa, ou est-ce que... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment très fin, et tous les personnages sont très touchants, et c'est pas du tout manichéen. Enfin, je trouve que tu ressens vraiment un peu tous les conflits internes des gens. Et c'est hyper beau, et puis c'est sous le soleil. Enfin, même la reine, elle est hyper agréable. Je trouvais ça vachement bien. Mais c'est marrant parce que par rapport à ce que vous citez du film, parce que moi du coup j'ai regardé la bande-annonce parce que je m'étais dit aussi que j'avais envie de le rattraper, c'est que dans la bande-annonce j'ai l'impression que la relation avec sa copine et les préjugés sur sa copine ont l'air plus centraux dans le film, alors que là vous en parlez à peine. En fait, je trouve que justement sur la bande-annonce, on a vraiment ce sentiment que c'est un film exclusivement sur un mec qui arrive avec une bimbo un peu et comment elle est reçue. Alors qu'en fait, c'est pas tant le sujet. Ah ouais. Et en plus, ils se moquent pas tous d'elle. Ouais. Enfin, en fait, c'est vraiment plus fin. Ouais. Alors que je suis d'accord que la bande-annonce, moi, j'étais en mode bon. Moi, c'est pour ça que je regarde plus les bandes-annonces. Ouais, c'est vrai. Mais on recommande, franchement, on recommande aussi. Encore plus que The Life of Chuck. Normal. Et on enchaîne alors ? Ouais. Et on passe à la 8e place. Et là, encore une fois, c'est un film qu'on n'a pas traité dans le podcast.
chaque année, avec Snéha, on arrive à incruster un documentaire dans ce top. Cette année, c'est moi qui m'en charge, puisque à la 8e place, c'est Tardes de Soledad de Albert Serra, que j'ai plébiscité à la 4e place de mon top 10. Alors, Ah ouais. ouais, et je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus haut. Le pourquoi, et enfin c'est un sujet de fond aussi derrière ça, qui est un peu c'est anecdotique, mais c'est que dans les rattrapages de fin d'année, évidemment on voit pas les films en salle. Et donc forcément il y a un effet un peu moins fort, surtout que là du coup Tardes Soledad je l'ai vu sur mon écran d'ordi, pas forcément dans des bonnes conditions. Donc pour dire de quoi ça parle, donc c'est un documentaire sur de la tauromachie qui a pas de parti pris de départ en fait, qui est pas contre ou qui est pas pour la tauromachie, mais qui décide de poser sa caméra et de montrer ce que c'est. C'est-à-dire que on est vraiment sur un truc où il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de message ou quoi. Simplement, on te laisse voir ces images-là dans toute leur intensité, dans tout leur spectaculaire. Et c'est à toi d'y voir ce que tu vois. Et en fait, il y a plein de choses. Il renvoie pas dos à dos les pour et les contre. C'est-à-dire qu'il va pas te faire un argument pour, un argument contre. En fait, il te met pas d'argument tout court parce qu'en fait, il va te montrer et c'est à toi d'en tirer un peu. Tu vois, moi, je suis plutôt contre. Je pense que je projetais beaucoup sur le documentaire des arguments contre, de voir un peu toute la violence gratuite, l'aspect soif de sang du public, des choses comme ça. Et donc l'aspect derrière ça où je dis que dans le rattrapage ça a limité mon appréciation, c'est que je pense que sur une salle de cinéma l'expérience je l'aurais vécu beaucoup plus intensément parce qu'on est vraiment sur une caméra fixe dans l'arène avec quelques plans dans les vannes, dans le van du toréador qu'on suit le plus, mais l'essentiel c'est dans l'arène avec une caméra fixe. Et donc c'est un moment hyper intense en fait, où c'est vraiment... et d'ailleurs je mets un trigger warning pour ceux qui sont un peu des âmes sensibles, c'est qu'on voit la violence de la tauromachie. Et c'est très... ça montre et c'est très naturaliste. Donc là-dessus, avertissement, mais ça fait une expérience qui est assez folle. Et donc vraiment j'ai adoré. Et je suis content que ce documentaire-là se retrouve dans ce top 10 parce que j'ai pas trop tendance à mettre des documentaires, mais celui-là, je trouve que c'est vraiment du cinéma tel que je l'imagine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion sur la mise en scène, sur la photo. C'est pas juste des documentaires Netflix où tu as des interviews d'intervenants et des images d'archives. Là, c'est vraiment un truc qui est bossé comme un film, quoi. Et il y a des interviews aussi? Non, pas d'interview. Il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de voix off. Et ah ouais? Non. Tu vois des gens parler? Ouais. En fait, tu les suis en fait dans leur quotidien. C'est un truc hyper. Genre vraiment, juste, il a posé sa caméra. Donc il y a deux situations en fait. Il y a pas de voix off, c'est fou. Ouais, il y a que deux situations différentes. En fait, il y a lui dans l'arène, genre avec ses collègues. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai découvert, mais en fait, la tauromachie, c'est pas un toréador face à un taureau. C'est en fait plein de séquences différentes de gars qui viennent planter une épée, puis un autre truc, puis un autre truc. Et lui, il arrive à la fin en fait, en bout de chaîne quoi. Donc ça, c'est la première situation, et donc ça te montre un peu tout le processus. Et la deuxième situation, c'est dans le van après, de lui, en fait, qui est assis à son van et qui est en train de rentrer avec ses potes, donc ses collègues, qui le considèrent comme un demi-dieu, parce que c'est un peu lui la star de l'équipe, parce que c'est lui qui est en bout de chaîne à la fin, qui tue le taureau. Et en fait, il y a plein de choses. En fait, chaque scène est un peu différente. Il y a une scène, moi, que je retiens aussi, donc c'est dans une situation un peu différente, mais c'est dans sa chambre d'hôtel quand il enfile la tenue de toréador. En fait, elle est tellement dure à enfiler que en fait, c'est un autre gars, c'est un assistant qui le soulève, mais genre comme un pantin, genre ridicule. Et juste après, il se retrouve face à la mort, face à un taureau, dans une expérience qui est hyper intense. Ouais, j'ai pas forcément hyper bien les mots pour le décrire, mais c'est une sacrée expérience que j'aurais vraiment adoré vivre en salle. En fait, c'est vraiment mon seul regret, et je pense qu'il aurait pu être plus haut dans mon top. Et il est sorti en salle du coup? Ouais. Il y a une petite sortie parce que du coup c'est un documentaire, les documentaires sortent de moins en moins en salle et qui est pas grand public du tout, donc il a une sortie un peu anonyme. Du coup moi je l'ai vu aussi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Walid. Je pense que c'est un film qui rend hommage au taureau plus que à cet art en soi, avec une place presque aussi importante à la caméra du taureau versus du toréador. Beaucoup de plans fixes, mais du coup je pense que pour moi il était malheureusement trop peu divertissant. J'entends bien que c'est pas forcément le propos, et je pense qu'il pouvait pas mieux rendre hommage à la violence de ces combats, mais du coup je pense que c'est quand même aussi très long, très éprouvant.
Du coup, malheureusement, je pense que moi, j'ai quand même besoin d'une pointe de divertissement quand je vais voir un truc. Donc voilà, je pense que c'est quand même un film qui est difficile à regarder, tant par la longueur que par la violence. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait une pointe plus de fil rouge dans le documentaire. Mais j'entends et je comprends très bien l'intérêt de le filmer comme ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai juste quelques questions. Est-ce que on le voit donc s'entraîner ou on le voit uniquement quand il est en corrida? Non, on le voit que à la corrida en fait, parce que en fait c'est vraiment, il l'a suivi, je crois que c'est genre, j'ai plus exactement, mais il l'a suivi sur plusieurs mois dans sa tournée. Donc ils ont fait des centaines d'heures de rush et après ils ont monté. Mais donc du coup, en fait, il l'a vraiment filmé soit dans l'avant, l'après l'arène et dans l'arène. Tu vois pas d'entraînement physique ou non. de... Ok. Non. Et est-ce que tu le vois avec les autres Toréador. Toréador, ouais, bah carrément. Et ça, c'est un point important d'ailleurs du film, parce que du coup, dans le van, à chaque fois, bah il y a ce côté où en fait, lui, c'est vraiment la star. Et donc, en fait, il se fait vraiment célébrer. Il y a ce truc très viril entre eux, où en fait, enfin, tu sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, ils sont quand même passés un peu à côté de la mort. D'ailleurs, il y a au moins 2 tauromachie qui tournent un peu mal pour lui. Enfin, où en fait il se prend le taureau de plein fouet et tout. Et bon, après il continue et il finit par l'emporter sur le taureau. Mais bon, il y a quand même un moment où tu te rappelles qu'ils peuvent mourir là-dedans. Et du coup, il y a le rapport aux autres, il est vraiment important, surtout qu'il a vraiment une cour qui le célèbre, qui le porte sur un piédestal. Et il y a même une scène qui est vraiment ouf, c'est où en fait il est pas là et les autres bitchent sur lui en fait. Genre, il sort de son van parce qu'il a fini. C'est un jour où une tauromachie où ça s'est pas bien passé, où il s'est fait un peu soulever par le taureau avant de l'emporter. Et en fait, la caméra continue à tourner dans le van quand il est sorti. Et en fait, tu vois les autres qui commencent à dire, en fait, il commençait à mal parler de lui, de pourquoi il a raté, etc. quoi. Mais est-ce que tu le vois avec des gens comme lui? Genre, tu sais, d'autres d'autres toréadors. Genre, pas les mecs qui... En fait, souvent, dans une corrida, il y a plusieurs toréadors. Il n'y en a pas qu'un seul. Ah oui. Mais sauf que du coup, ils doivent être dans d'autres vannes parce qu'ils viennent aussi avec leurs personnes. Ouais, en fait. leurs équipes. Et non, ça, là, tu du coup, vois c'est pas que son vraiment. équipe. Donc, les gars, le gars qui est en cheval, qui plante la première lame, le gars qui plante des petites lames là comme ça et qui a pas de drapeau. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment les différents postes de son équipe, quoi. Et vous, ça vous a donné envie de voir une corrida ou au contraire? Non, vraiment pas. Pas du tout. Non, mais de toute façon, c'est hyper éprouvant. Enfin, je suis d'accord avec Sné, c'est que c'est pas un documentaire divertissant, c'est fait exprès même, c'est te montrer vraiment comme c'est. Après, le truc que je trouverais intéressant, c'est quelqu'un qui aime la tauromachie, s'il regardait le docu, est-ce que il l'aimerait? Parce qu'en fait, Albert Serra, il fait pas un montage à charge, il fait pas une voix off où il va dénoncer les trucs. Il montre tel que c'est. Il laisse les micros ouverts, donc quand ils disent des dingueries sur les taureaux, sur entre eux, etc. Bah en fait c'est juste des vrais trucs qu'ils ont dit. C'est pas lui qui projette, qui pense ça. Donc derrière, quelqu'un qui est pour la tauromachie, peut-être qu'elle projetterait complètement autre chose. Mais c'est quoi le public du film? C'est des gens contre ou des gens pour? C'est plutôt des gens contre, c'est non? plutôt des gens contre quand même, tu vois. Et d'ailleurs, moi j'ai lu un peu des interviews du réalisateur. Le toréador qui est filmé, il a pas trop aimé le documentaire. Okay. Genre il a dit que que ça montrait un peu trop que ça soulignait un peu trop la violence. Voilà, il a pas apprécié, tu vois. Ouais, donc c'est et puis un montage, ça reste un montage. Bah, il y a un montage, même si t'as pas de voix off, tu peux faire dire ce que tu veux, un montage. Ouais, c'est clair. Comme dirait Godard, il y a 9 films dans un film. Ouais, c'est clair. Et bah, tu sais pas quoi, mais tu me fais une parfaite transition. On s'était pas du tout concerté. La 7e place, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Ah, c'est incroyable. La personne qui l'a mis le plus haut, c'est Gaspard, qui l'a mis à la 4e place de son top. Et c'est Nina qui l'a mentionné à la 7e place de son top. À vous le floor. Donc Gaspard pour commencer. Et vous l'avez pas mis? Non. Bah moi j'avais moins aimé que vous, je l'avais dit le jour de l'épisode. Ouais. Sné, elle était dithyrambique par contre. Ouais, c'est vrai qu'après il y a des films que j'ai plus aimés et j'ai voulu mettre des films genre Nino, je me suis dit personne va en parler, du coup je l'ai mis. Mais en vrai, très contente que Nouvelle Vague soit dans le top 10. The Camera is Mine. Ouais, bah écoute, Nouvelle Vague, une grosse dinguerie, grosse découverte de c'était qui
Godard, de c'était quoi la nouvelle vague et de c'était quoi le cinéma à l'époque où ça tournait en noir et blanc. Franchement, moi qui connais pas du tout ces films-là, qui connais rien à l'histoire du cinéma, ça m'a diverti à un point fou. Ça m'a mis des paillettes dans les yeux. J'ai adoré le personnage. Si c'est vrai, si c'est faux, si c'est exagéré, si c'est diminué, je m'en fous. J'ai adoré ce personnage qui s'en fout de tout, qui est désinvolte, qui est brillant, qui est drôle. Enfin, c'est un personnage phénoménal. Et j'ai adoré, ça m'a diverti comme rarement. Bah pareil, en fait je savais pas trop où le placer. Moi c'est vrai qu'après mon top 2, j'ai eu vraiment du mal à placer mes films, je le dis maintenant, mais j'ai eu du mal à faire le classement. Vraiment, genre, je l'ai un peu fait comme ça, mais je suis toujours pas sûre de moi. Mais en tout cas, Nouvelle Vague, bah, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gas. Et moi, je garde vraiment mes émotions et mon enthousiasme de quand j'ai vu le film. Enfin, vraiment, quand je repense à ce film, ça me rend hyper heureuse et je m'attendais à rien et c'était vraiment un trop bon moment. Et je m'en souviens hyper bien et du coup voilà, pour ça je voulais le mettre dans mon top. Et surtout on s'attendait à rien, on y allait un peu à reculons Ouais. dans notre vieille salle avec 3 personnes à Nation, enfin c'était Ouais. Ouais. c'était On a vraiment c'était ri, vraiment quoi. une claque Ouais. non désirée quoi. Ouais. Puis il avait été quand même mal accueilli, je trouve, à Cannes. Moi, donc, du coup, j'avais un peu de réticence à y aller aussi. Et puis, c'était une proposition en noir et blanc sur des mecs qui sont quand même un peu intello. Donc, je m'étais dit, Ouais, je suis d'accord. ça pourrait être très, très vite très chiant et c'était pas du tout le cas. Ouais. Non, mais moi j'ai moins aimé, donc c'est pour ça que je l'ai pas plébiscité. Mais après, j'avais trouvé ça quand même sympathique. J'étais pas du tout, je me rangeais pas du tout du côté des gens qui l'avaient défoncé et qui avaient un peu levé les fourches sur ce film. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il a sa place dans le top. Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais en plus, enfin j'ai quand même aimé et passé un très bon moment. Ouais, je suis d'accord avec vous. On enchaîne à la 6e place. Donc là, c'est le dernier film qui a pas réussi à intégrer notre top 5 After Cinéma 2025. Et là, encore une fois, c'est un film qu'on n'a pas traité dans le podcast, qu'une seule personne a mentionné dans son classement. C'est Je suis toujours là I'm still here. de Walter Sellès. Et c'est Gaspard qui l'a mis à la 3e place de son top 10. Et oui, Personne d'autre l'a mentionné. quelle magnifique langue, le brésilien. Quelle magnifique langue. Et je dis pas ça parce que je suis allé, parce que quand j'y suis allé, je me disais ah ouais, on m'avait dit que c'était beau la langue. Et en fait, c'est en revenant et c'est en voyant du bon gros cinéma qui te met des bonnes grosses claques dans ta gueule que la rondeur et la danse que font les gens quand ils parlent en brésilien, c'est fou. C'est complètement fou, cette langue est complètement folle. Et ça rend ce film qui est triste, tragique, ça le rend beau, ça le rend mais nostalgique, ça le rend ouais, j'ai adoré ce film parce qu'il est il est très triste et en même temps il raconte l'histoire d'une femme qui se bat. Bon, j'ai pas aimé la fin de ce film, mais malgré ça il est quand même haut dans mon top et franchement je le recommande parce que c'est l'histoire d'un homme qui est enlevé tragiquement pendant la dictature brésilienne et en fait sa famille et peut rien faire quoi et c'est tragique quoi et ça te raconte l'histoire de cette famille qui est tellement vit tellement de bonheur avant cette tragédie et qui essaie tant bien que mal de se reconstruire et de se construire en fait tout simplement après cette tragédie et c'est fin et c'est magnifique, franchement j'ai adoré ce film. Voilà. Moi je l'ai vu aussi. Et je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que moi j'ai trouvé ça hyper dur. Enfin hyper dur psychologiquement. Ouais. Donc voilà, ça me laissait un souvenir amer, mais pas du tout amer de la qualité du film, mais sur ce que ça m'a procuré.
Mais je trouve vraiment, moi, je vous le recommande aussi. Et parce que je trouve que ça incarne aussi très bien un peu une culture du silence. Et en fait, que son mari disparaît, et aussi le fait de ne pas savoir, en fait. Et de pas savoir pendant des années, en fait, et du coup d'avoir toujours cet espoir, et aussi cette femme seule, et comment t'en parles à tes enfants. Enfin, ça incarne plein de choses sur la famille, sur comment parler, comment savoir. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui est hyper riche, mais moi je suis d'accord avec Gaz. Enfin, on vous spoilera rien, mais moi je suis d'accord qu'il y a quand même il y a un petit point noir sur la fin. Ouais, la fin c'est chiant, mais attends, faut que vous le voyez. Non, mais il se passe pas de dinguerie. Oui, voilà, oui, pas une fin. C'est pas, il y a pas d'extraterrestres qui arrivent, mais. Ça aurait pu s'arrêter plus tôt, quoi. Ouais, voilà. Ok, ça donne trop envie en tout cas. Ouais, je l'avais vu passer. Envie, ouais. À rattraper. Et ouais, ça fait les 2 films brésiliens de l'année quand même qui ont été méga publicités. Il y a celui-là et L'Agent Secret aussi qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais on rentre dans notre top 5. Allez, c'est parti pour le top 5. Allez. Donc comme je disais, on rentre dans le top 5. Donc là, on est vraiment sur la crème de la crème. Et donc pour ce numéro 5, c'est un film qui porte bien son nom puisque c'est 5 septembre. Et donc là, c'est Nina qui l'a cité 3e de son top 10 de l'année. Et Snéha qui l'a mis 8e, donc qui a fait une petite mention à 5 septembre, ce qui l'a propulsé à la 5e place. Ma Nina, petite mention sur 60 films que j'ai vus, et 8e, c'est une grosse mention quand même. Oui, t'as compris. Écoutez, moi je vais pas dire grand chose sur ce film, à part que j'ai vraiment adoré. J'en garde un souvenir. Pourtant, on l'avait vu en début d'année, si je me trompe pas. Ouais, c'était février, cet épisode de février. C'est ça. Ouais. Et j'en garde un souvenir vraiment. En fait, j'avais adoré la manière dont c'était construit. C'était presque un huis clos. Et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant la manière dont c'était traité, la manière dont on vivait l'urgence. Dans comment on appelle ça, une cabine d'enregistrement, je sais pas trop comment on appelle cet endroit. C'était la régie, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais trouvé que les acteurs étaient incroyables, enfin tout, genre la temporalité, le sujet qu'ils traitaient, je trouvais que c'était dur comme sujet à traiter, que c'était quand même vraiment bien amené, et voilà, j'avais adoré. J'ai pas grand chose à ajouter en fait. Je suis alignée. Mais non, j'ai trouvé que je m'attendais à voir un film sur cette prise d'otage, donc un film un peu historique. Et en fait, j'ai vraiment aimé, mais comme toi, l'angle de comment traiter un sujet comme ça, d'un point de vue journalistique, et les parallèles qu'on pouvait faire avec nous, les événements qu'on a traversés aussi ces dernières années, et comment ils ont été traités. Donc c'était vraiment un film surprenant et hyper intéressant, et avec un très bon rythme. Ça se regarde très bien, quoi. Toi, Gaspard, t'avais beaucoup aimé aussi, non ? Ouais, j'avais beaucoup aimé, ouais. Mais bon, tu sais, il en faut beaucoup pour rentrer dans mon top 10. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. Il faut beaucoup d'émotions, en fait. Et, ouais, moi, je suis d'accord. Il faut de l'émotion pour rentrer dans mon top 10, et il en manquait peut-être un peu, mais effectivement, c'est très divertissant et très intéressant. Moi, je trouvais que j'avais l'impression que j'y étais, quoi, que je faisais le truc. Ah ouais, c'est vrai. Dans le... c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'était le point fort du film, le rythme, la manière dont il te prenait. C'était vraiment dès le début. Dès le début, ouais. Ça, c'était vraiment bien, ouais. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que, et je pourrais le dire un peu plus dans le film d'après, qui est 4e, c'est qu'en fait, pour moi, dans mon top, pour que les films restent, il me faut quand même qu'il me reste des émotions fortes, ou genre de l'attachement à l'histoire, à des personnages, ou alors vraiment des images de cinéma, des plans qui vont me rester, quoi, qui vont me marquer, qui vont me hanter un peu toute l'année, quoi. Je suis d'accord avec ça. Et sur celui-là, c'est moins le cas. Voilà. Et du coup, c'est moins le cas aussi sur celui d'après. Ça me fait je me fais des transitions à moi-même. Puisque le 4e, c'est un film qu'on avait plébiscité dans la rédac. C'est Dossier 137 de Dominique Moll. Et donc là, on a 2 personnes qui l'ont mis à la même place. Puisque c'est... donc il y a Snéha qui l'a mis 4e et Nina qui l'a mis 4e. Tout pareil. Et donc, dans les autres mentions du film, moi, je l'ai mis 10e et Gaspard ne l'a pas mis dans son top. Ah, c'est chaud. Bah ouais, mais t'avais dit que t'avais pas... Après, il avait dit qu'il avait moins aimé. Qui veut y aller ? Vous êtes toutes les deux. Moi, non, Snéha, merci. Snéha, t'as eu le coup de cœur.
On peut le dire. Ouais, moi je l'imaginais Le coup plus de haut cœur dans de ton la top d'ailleurs. rédac. Ouais, moi aussi. Ah ouais. Non mais je sais pas, je pense qu'il peut-être que en termes de réal, il y a pas forcément d'image qui me reste par exemple. Je dirais. Donc je pense que ce que j'aime dans le film, c'est la manière dont le sujet dont il traite, la manière dont c'est réfléchi. Je trouve que c'est quand même quelqu'un qui arrive toujours à prendre des sujets avec lesquels tu marches sur des œufs et en faire un truc qui à la fois donne donne un avis sur la question, qui a en même temps un avis pas tranché, qui ne blesse personne et qui apporte, je trouve, un pas de recul sur ces sujets de société, qui te permet après de réfléchir à la question un peu autrement. Et donc ça, je suis très admirative de sa manière de traiter ce genre de sujet. Après, sur le plan de la réalisation, voilà, c'est pas de la même. Je pense qu'on a vu des films qui, en termes de réal, étaient sur l'image, la mise en scène et qui étaient peut-être plus forts, à mon sens. Mais voilà, je pense que ça me reste et j'ai envie de le saluer quand même. Et puis, c'est aussi un film français et j'ai quand même envie de mettre des films français dans mon top parce que j'aime beaucoup le cinéma français. Donc voilà, je pense que même si c'est pas des films qui sont parfois aussi bien réalisés, aussi impressionnants que des films américains qu'on a pu voir, qui sont probablement là dans notre top 4, top 3, et en fait c'est quand même des films qui me touchent aussi. Beaucoup. Voilà. Moi, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve que... Moi, franchement, j'ai l'impression d'être assez... critique des films souvent qui ont des sujets de société. Franchement, c'est pas mes films préférés. Je trouve qu'on a vite fait de tomber dans des trucs un peu clichés ou un peu maladroits, où ça a été traité de cette manière 40 fois et tout. Et je trouve que l'angle choisi, il était intéressant. Je trouve que c'est hyper bien interprété par Léa Drucker. Elle a quand même eu beaucoup de beaux rôles cette année. J'espère qu'elle aura un César. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un film touchant et intéressant. Et j'ai trouvé vraiment, je suis sortie de là avec l'impression aussi d'avoir appris des choses vraiment du fonctionnement des petites choses du fonctionnement de ces institutions. Et je trouvais ça bien. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé touchant dans le film ? Enfin, c'est juste ça, moi, parce que du coup, je suis hyper d'accord avec vous sur l'aspect vraiment, c'est brillant, c'est très intelligent, mais sur le côté un peu émotionnel, que ça te touche, c'est juste là ma question. Je pense que ça te ramène à des émotions assez primaires, c'est-à-dire, moi je trouve que j'avais un fort sentiment d'injustice, j'ai pu ressentir de la colère, j'ai pu ressentir de l'empathie pour les deux parties. Donc voilà, je dirais que c'était un champ d'émotions assez varié, mais qui m'a pas du tout laissée indifférente. Et moi, je sais qu'en vrai, j'ai vraiment du mal... j'ai du mal à savoir vraiment comment je fais mon top, mais il y a des fois où il y a des films, j'ai l'impression que je vais les prendre pour l'émotion. Et par exemple, ce film, j'ai l'impression que je l'ai pris plus comment dire, pour le pari qu'il a pris, ce qu'il a osé faire en fait. Je trouve que c'était tellement épineux et tellement courageux de faire ça que j'avais envie de le mettre pour ça en fait. Plus que pour l'émotion, parce que je suis d'accord qu'en termes d'émotion, je peux pas dire que je suis sortie de là en larmes, quoi. Ouais. Non, et puis je trouve que c'est quand même un pari vraiment courageux de faire de la fiction un événement qui a été réel, qui a été aussi présent dans la vie des Français. Par exemple, Un pays qui se tient sage, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui traite la question, mais qui, je pense, qui prenait moins de risques, en fait. Parce que ça parlait du réel. Donc là, je trouve que fictionner un événement qui nous a tous touchés de plein fouet, c'est un vrai pari et c'est très bien fait. Et en prenant aussi une histoire, en restant quand même dans de la fiction, en gardant une ligne directrice de cette histoire, et en se perdant dans à vouloir tout traiter. Enfin voilà, je trouve que ça tombe pas dans les écueils. Ouais. En fait, moi, je crois que le truc qui marche moins que sur La Nuit du 12, c'est que je m'attache moins au personnage principal, en fait. Enfin, sur La Nuit du 12, le duo de flics, je l'adore vraiment. Et derrière l'apparente un peu froideur des films de Dominique Moll, je m'attache à mort aux deux, là, à Bully Lanners et à Bastien Bouillon, pardon.
Alors que là, Léa Drucker, elle me laisse un peu plus Ouais. froid, quoi. Donc c'est plus ça qui m'a manqué par rapport à Nuit du 12. Je trouve que c'était vraiment où toutes les étoiles étaient alignées, quoi. Mais c'est pas aussi parce qu'il y a plus d'interaction et de contact avec d'autres personnages, notamment les flics, notamment les victimes, alors que dans la nuit du 12, j'ai l'impression qu'ils sont plus seuls au monde, en plus dans la montagne. Donc pour moi, j'ai un peu ce truc où tu les vois plus en fait. Ouais. Alors que là, bon, elle est là quasiment à tous les plans, mais elle a plus d'interaction. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de place pour le perso, Par exemple- pour le... Ouais. Par exemple, on le voit un moment faire du vélo tout seul, Oui. alors qu'on voit aucune scène seule, je pense, du personnage de Léon Rucker qui fait un truc, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, on va Il voir cherche regarder moins des à vidéos de développer, chat, ouais. mais même ça, il y a son fils, tu vois. On se retrouve au César, Walid. Ah bah dans les pronos, ouais, il va être haut, hein. Et ben donc du coup, ouais, donc c'est 2637 qui était notre numéro 4 et donc on enchaîne sur la suite avec le podium cette fois. Donc là il y a des films numéro 1 de vos tops qui vont tomber là, hein. Là ça y est, on rentre dans le dur. Et donc à la place numéro 3, eh bien c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Et donc, c'est le film de l'année de Snéha. Il est 2e de mon top. Il est 6e du top de Nina. Et il est 7e du top de Gaspard. Snéha, à toi les honneurs pour parler de ton film de l'année, Valeurs sentimentales. Alors, moi, donc j'ai mis Valeurs sentimentales comme film de l'année parce que c'est le film qui m'est le plus resté. J'ai trouvé ça hyper touchant. En plus, j'allais déjà au ciné à reculons parce que le dernier film que j'avais vu de Joachim Trier, c'était Julien en 12 chapitres et j'avais pas aimé autant que les garçons. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être un cinéma avec lequel je suis quand même moins familière. Et donc, voilà. Et puis, je trouve qu'il y a quand même toujours quelque chose d'assez froid. Enfin, pas systématiquement, mais en tout cas, dans le cinéma danois, il y a quelque chose qui est toujours un petit peu à distance, même dans les images, dans les coloris. Donc, c'est des types de cinéma. Enfin, voilà, ça me parle moins. Et en fait, je me suis fait vraiment cueillir par le film parce que. Je pense que déjà d'une part sur le scénario c'est très bien écrit, ce qui fait qu'il y a quand même des enjeux et il y a quand même des choses qui finissent par se dénouer à la fin. Donc c'est pas un simple film sur une histoire de famille qui se laisse un peu vivre. Et par ailleurs dans ce scénario qui est bien construit. Et donc il y a des très belles images et il y a aussi tout un développement de personnages et de relations familiales qui sont filmées mais d'une manière très fine, ce qui fait que petit à petit on comprend un peu la place de chacun dans cette famille et comment est-ce qu'ils se sont construits les uns par rapport aux autres. Et donc en fait je trouve que tu sens pas forcément l'émotion venir, mais moi vraiment à la fin en fait je me suis vraiment rendu compte que j'étais hyper touchée par le film, alors que pendant toute la séance je me souviens qu'on en avait parlé avec Nina et ben en fait on se disait mais en fait est-ce qu'on aime pas, parce que t'es un peu perplexe quoi, et que ça se dénoue vraiment à la fin. Et du coup à la fin t'as une espèce de vague d'émotion de mais en fait j'adore quoi, c'est génial. Et donc voilà, je crois que c'est ça qui me reste du film. Et je pense que en termes de films, sur les films qui parlent de famille, c'est un des films que j'ai le plus aimé. Je sais que j'avais pas vu Festen aussi, que vous aviez vu vous tous les trois, et là on a vu un film récemment mais c'est pour l'année 2026 aussi, qui parle un peu des mêmes sujets, et donc du coup j'ai un peu matière à comparer, et voilà, je trouve ça vraiment très, très fin et très et brillant, très beau. Ouais, moi je peux prendre la suite puisque du coup je l'ai mis 2e de mon top 10 de l'année. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et en plus ce qui est marrant c'est que j'ai un rapport un peu différent au film. Moi ce qui me reste c'est beaucoup le twist, enfin l'aspect un peu twist de le film qui t'emmène quelque part où tu comprends pas exactement, et puis quand tous les éléments se décantent, tu comprends un peu la puissance du film, sa résonance, et c'est là où il y a un peu la déflagration. Et cette déflagration là, ce moment un peu de cinéma où en fait tu comprends là où le film va, il m'est resté parce que c'est vraiment un moment puissant.
je le mets pas au même niveau, mais par exemple, c'est des moments de cinéma, genre comme Le Cri dans Le Successeur, quoi, l'année dernière, où c'est des trucs, c'est des moments de salle de ciné qui me restent et où je me souviens de où j'étais, ce que je pensais à ce moment-là, quoi. Donc voilà, donc c'est le genre de choses qui me restent. Alors que pourtant, dans les critiques qui ont été faites au film, que je trouve un peu légitimes, il y a notamment le côté un peu, c'est un film de bourgeois, fait par un bourgeois, et donc on a moins d'empathie. Moi, au départ, je pensais que ça allait être ça un peu l'écueil, qui allait peut-être un peu me repousser, mais finalement, ça a marché. Donc c'est aussi ça que je plébiscite dans ce film-là, c'est qu'il partait sur un contexte qui me parle pas forcément, sur une famille qui est quand même assez aisée, etc. Et pourtant, en fait, sur le caractère un peu universel des relations familiales, il arrive quand même à me choper, m'emporter et en faire un film qui peut davantage parler un peu à tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était un vrai tour de force. Et là, sur l'aspect émotion, bah oui, c'est parmi les émotions les plus fortes que j'ai vécues au ciné. Enfin, les personnages sont super bousillés. Il y a vraiment des séquences qui sont vraiment, au niveau émotion, qui marchent hyper bien et qui émeut fortement. Et le dernier truc, sur la réal, bon, j'en avais parlé, mais c'est absolument sublime, quoi. Donc c'est un peu tout le cocktail de ce que j'ai mentionné qui à la fin fait mon top, de l'émotion, des images de cinéma, et donc ça a été battu que par un seul film que j'aurai l'occasion d'évoquer bientôt, mais voilà. Non, mais moi j'ai adoré le film. J'en ai pas un souvenir de ouf parce que quand vous parliez du reveal, je comprenais pas trop de quoi vous parliez, mais ça m'est revenu finalement. Et avec ça, les émotions que ça m'avait procuré. Et en fait, quand j'ai fait mon top, j'ai pas trop compris, mais j'avais envie de le mettre parce que je me souvenais plus, mais je me souvenais que j'avais trouvé ça. Je me souvenais plus pourquoi ni comment, mais je me souvenais que j'étais en mode putain, c'est quand même stylé, c'est quand même brillant, c'est quand même fin, c'est quand même intelligent. Mais je me souvenais plus trop en fait. Et là, ça me revient quand je vous entends parler, et ça me fait plaisir. Moi, je vais pas répéter parce que je suis hyper d'accord avec ce que vous avez dit et ce que tu disais aussi, Sney, sur le fait que on avait eu aussi un peu une émotion grandissante pendant le film, et moi ça m'avait beaucoup plu, et surtout moi c'était vraiment la propreté du scénario et du film aussi. Enfin, je trouve que c'est tellement épuré que voilà, je voulais qu'il soit dans mon top aussi. C'est clinique. Et voilà, 3e place, il prend la 3e place du podium. Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Bon, maintenant on rentre dans le top 2. C'est là où donc c'est toujours ce moment de l'année où en fait je vais dire le top 2 et les autres vont deviner le top 1, donc c'est un peu une annonce aussi du top 1, puisque voilà, maintenant il reste que 2 films qui ont été mentionnés à la première place par certaines personnes. L'année dernière, c'était bien Le Successeur. La dernière, c'était bien Le Successeur. Allez, pour faire l'annonce, je vais vous raconter une petite histoire. La première année de ce top podcast, mon top 1 de l'année, Le Procès Goldman, avait été le premier film top 1 qui était sorti. Donc qui était sorti dans le classement, qui a été tombé de 6e ou un truc comme ça. L'année dernière, mon film top 1 d'Ali, il y avait eu du progrès, puisqu'il était monté. Je crois, à la 4e, 3e place. Et là, cette année, quand j'ai vu mon film de l'année, je me suis dit, là, cette année, c'est la win. J'aurai le top 1 du podcast. Et est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? À la 2e place du top film After Cinéma 2025, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Et donc, mon rêve de voir mon film de l'année numéro 1 s'envole encore une fois. Puisque oui, c'est moi qui ai mis Une bataille après l'autre, film de l'année. Ensuite, il y a Snéa qui l'a mis 3e et Gaspard et Nina qui l'ont mis chacun 2e du top. Et j'ai beaucoup hésité, Walid. Et ça s'est joué à ces 3 points-là. J'ai pas hésité, Walid. J'ai beaucoup hésité. Bon, Une bataille après l'autre. J'en ai fait une critique vraiment dithyrambique quand on l'a vu en septembre, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi, le pourquoi j'ai vraiment envie de défendre ce film, il y a un peu 2 principales raisons.
La première, c'est que c'est un film de grand spectacle, en fait. Et ça, je trouve qu'on l'a pas assez rappelé parce qu'on a beaucoup attaché au fait que c'est Paul Thomas Anderson, c'est un auteur. En fait, c'est aussi un blockbuster de 140 millions de dollars et un film grand public que mes parents sont allés voir. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, je trouve que ce projet-là, de faire un film grand spectacle qui soit de qualité, en fait, qui soit vraiment de haute qualité, c'est un truc qu'on voit beaucoup moins. Et donc, en fait, j'ai voulu encore plus le mettre top 1 de mon année parce que je me suis dit, en fait, c'est vraiment. C'est ça qui m'a fait aimer le cinéma, en fait. C'est le cinéma américain de grand spectacle. C'est celui avec lequel j'ai grandi. C'est celui où mon père il enregistrait les cassettes et que j'ai découvert. C'est mon premier rapport au cinéma. C'est celui où je me mettais sur le canapé avec mes parents pour regarder le film. C'est mon amour du cinéma, il vient de là. Et donc là, j'ai été hyper heureux d'un gars qui se dit je vais prendre ça, faire vraiment un film de grand spectacle. Il y a de l'action, il y a de l'humour, mais à une sauce beaucoup plus qualitative, de revisiter, d'y aller encore plus. Et je trouve que c'est d'hyper bonne facture, c'est hyper bien réussi. Et vraiment, le film n'a pas fait l'immense succès qu'il aurait dû, donc je pense pas que ça va changer la donne dans l'industrie hollywoodienne, mais en tout cas, j'aurais aimé vraiment que ce film, même s'il a rencontré quand même un succès critique, un succès populaire, il soit beaucoup plus qu'il fasse un beaucoup plus gros succès et que ça donne un peu le là pour les films de grands spectacles et que Warner, qui finance ce film, continue à financer des films d'auteurs à hauteur de 100 millions en donnant les clés du camion à des auteurs, quoi. Plutôt que des films comme je sais pas, Mission Impossible, je lui mets une balle perdue, mais qui pourtant on peut se dire que c'est incomparable, mais c'est le même ordre de grandeur de budget, c'est la même ambition de grand spectacle, mais qui est beaucoup moins personnel, qui est beaucoup plus fade, quoi. Donc voilà, donc ça c'était un peu la première raison où je me suis dit, déjà j'avais un peu verrouillé en me disant, au-delà de l'aspect que c'est vraiment le film que j'ai le plus aimé, j'avais vraiment envie de défendre ça. Et la deuxième raison, c'est que je trouve qu'il y a un rapport aussi un peu dans la sphère cinéphile à ces films-là, qui sont des films d'auteur qui rencontrent un succès populaire. Je les ai un peu intitulés succès populaire critique, c'est-à-dire que c'est des films où en fait même ton daron qui regarde pas beaucoup de ciné, il adore et en fait il a vraiment rencontré un engouement sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage que du côté sphère cinéphile, ça se retourne un peu contre le film en se disant on va un peu plus le descendre parce que maintenant le grand public se l'approprie et l'adore, et donc ça rejoint un peu mon premier point, c'est que je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que ce film-là fait vraiment le pont entre des cinéphiles et du grand public, et je trouve ça hyper fort. Et là en ce moment il est en train de rouler sur les cérémonies de récompense et je suis vraiment très content. Et je trouve ça vraiment dommage, et je trouve que dans une certaine mesure il y a aussi les films de Christopher Nolan qu'on peut critiquer, qui ont leurs défauts, mais qui rencontrent un peu ce même phénomène là, qui sont du cinéma de grand public d'auteur qui se fait un peu défoncer par la sphère cinéphile, là où je trouve qu'on devrait beaucoup plus les porter et les encourager, quoi. Voilà, je voulais, plutôt que revenir sur mon avis sur le film, parler un peu de ces trucs à côté pour expliquer aussi pourquoi je voulais le défendre en tant que film de l'année. Est-ce que vous vouliez en parler, vu que vous l'avez mis en top 2, Les Traîtres? Non, je rigole. Ouais, nous on avait adoré le film, hein. Puis surtout, la façon dont on l'avait vu, c'était vrai que c'était kiffant. Donc non, c'était un film génial. Franchement, un des rares films de ma vie qui dure, il dure combien, 3 heures? Un peu moins, ouais, 3 heures, ouais, 2h45, je crois, un truc comme ça. 2h45, ouais. Et franchement, c'est l'un des premiers films de plus de 2h30 où je me demande pas quel temps il est, ou le temps qui passe. Où je vois vraiment pas le temps qui passe. Où je vois la fin générique et je suis en mode putain, j'ai pas une seule fois pensé à me dire putain, ça y est, là je commence à fatiguer. Alors que plus récemment j'ai vu Avatar et malheureusement dès la première demi-heure je me dis oh putain, ça va être long. Et franchement ouais, c'était époustouflant, c'était grandiose, et effectivement le fait que tu le rapproches à un Christopher Nolan, ça fait tout à fait sens. Moi je le vois un peu comme ça, ce film très intelligent mais en même temps très grand spectacle, et franchement j'ai encore des flashs dans ma tête, des personnages, des histoires, des émotions, du spectacle. Franchement c'était franchement génial. Ouais, moi, pour essayer, je suis d'accord avec vous, donc pour essayer d'un peu rajouter d'autres choses, moi, j'ai aussi beaucoup aimé justement que dans
dans ce genre de film gros budget, bah, il y a de la profusion, mais toute la profusion, elle est mise à profit et c'est pas dégoulinant comme ça peut être comme dans des trucs comme Mission Impossible où je trouve que bah, c'est un peu l'écart d'avoir un budget comme ça, c'est de partir, mais faire tout et n'importe quoi. Et là, je trouvais que, en fait, tout servait, qu'on est dans plein d'arènes différentes et en même temps, c'est toujours hyper bien mis à profit. Moi qui suis pas, je pense pas assez sensible à la réal ou des choses comme ça aussi, quand je juge les films, bah là je l'ai vraiment vu, ça me l'a vraiment fait ressentir et j'avais vraiment l'impression d'un film complet. Donc ça c'est aussi une des choses qui m'a vraiment plu. Et enfin, moi je trouve que cette année justement il y a beaucoup de films qui m'ont gênée parce que j'ai du mal avec les sauts de temporalité. Enfin, quand un film en fait de 2 heures va explorer une palette de temps immense, c'est un truc où je trouve que c'est souvent très mal géré. Et là dans ce film j'étais en mode mais c'est parfait, c'est parfaitement géré. Et ça c'était aussi un truc que j'ai adoré voir ce qui se passait et comment ça évoluait, alors que souvent je trouve que c'est trop et voilà. En fait, j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs personnages principaux et que ce soit en fait un film drôle. Je trouve que en fait, finalement, cette année, il y a eu pas mal de comédies qui avaient parfois un propos derrière, mais qui n'étaient pas des comédies juste légères. Et ça me reste beaucoup à travers le personnage de Sensei. Je pense que c'est ce qui me reste un peu du film. Ah oui. Le fait que tu puisses, voilà, Eddington, Mickey 17, que ce soit quand même tous des films qui aient eu envie d'aller un petit peu au-delà de la comédie un peu simple et qui en même temps restaient vraiment divertissantes, quoi. Donc voilà, et ça, je trouve que c'était le film qui le faisait le mieux. Et bah très bien, donc voilà, donc une bataille après l'autre qui finit deuxième de ce top. Voilà, je sais pas si je peux continuer à présenter cette émission. Non, je rigole, je suis très content et je suis très content du premier, donc l'équipe l'a deviné et je vous l'annonce donc. Et bien c'est Partir un jour d'Amélie Bonin et donc en termes de plébiscite, c'est Gaspard et Nina qui l'ont mis en film de l'année. Snéha qui l'a mis deuxième et moi je l'ai mis troisième de mon top 5 de l'année. Et ben les deux qui l'ont mis en film de l'année, allez-y. Bah moi, une des choses que Gas m'a appris avec le cinéma, c'est... Oh waouh. Comment cette phrase va se terminer? Non mais en fait j'ai vraiment hésité entre les deux et j'ai voulu choisir à l'émotion et à mon sentiment premier. Et c'est vrai que c'était Partir un jour parce que je sais que j'ai été charmée tellement vite avec ce film qu'il m'a embarquée tellement vite et vraiment j'avais genre le sourire aux lèvres et genre tellement de joie en regardant ce film que et enfin voilà, genre il y a quand même des scènes, franchement la scène de la patinoire c'est pas rien. Enfin moi ça me fait ça avec peu de films où je pense que je pourrais regarder la scène mais en boucle. Et vraiment, je suis pas quelqu'un qui a ce phénomène de boucle hyper facilement. Je suis d'accord, c'est fou. Et du coup, d'avoir ça, je me dis que c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce film. Et voilà, j'ai trouvé les réinterprétations. Enfin, je trouvais que la musique. D'ailleurs, je déplore qu'on ne puisse trouver nulle part la musique, en fait, à moins que tu re-regardes les extraits du film. Faisons une pétition pour avoir une BO parce que c'est quand même complètement indécent. Ouais, et vraiment, c'est un trop beau film et je suis contente que ce soit un film comme ça qui soit notre film préféré de l'année. Enfin, qu'on ait tous autant aimé ce film et voilà. Non, mais je sais pas comment dire, je pense que c'est peut-être pas le film où tout le monde allait se dire, bah en fait, il va être si haut et pourtant, bah voilà, il ressort là cette année et c'est cool, quoi. Après, j'ai eu un bémol ce matin. Quelqu'un m'a dit qu'il l'avait regardé hier et il me dit oui, c'est trop bien, mais Juliette Armanet elle joue pas hyper bien. Et j'y ai repensé et j'étais en mode c'est vrai que Juliette Armanet j'ai eu un doute on pourra couper ça, hein. C'est pas non pas du tout, c'est intéressant. Mais j'ai eu un doute parce que j'étais en fait c'est vrai que je retiens hyper bien la prestation de Bastien Bouillon et bah je sais pas le père, genre il y a des personnages que je retiens de fou et des moments mais en fait bizarrement, il est pas beaucoup là. T'aurais pu corriger ton top 10. Hein. Ce matin, ta gueule. Tu sais, tu peux modifier le message. Hein. T'aurais pu m'écrire. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'il y a peut-être des moments où il était un peu fausse. Bah, en fait, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que du coup, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Ouais. Et que elle sauve quand même le film sur la voix. Ouais, ça, c'est vrai. Là où les garçons chantent quand même moins bien. Et du coup, je trouve que ça fait que
tout ça s'équilibre en fait. Ils ont tous un peu leurs Ouais. faiblesses et leurs Et puis je trouve que de toute qualités. façon, c'est pas un film qu'on peut juger sur un registre entre guillemets académique du cinéma, genre de magnifique réalisation, enfin tout ça, le fait qu'il soit top 1. Ouais, bien Mais sûr. comme le successeur l'année dernière. Comme le successeur l'année dernière. Et je pense que c'est là aussi où, par exemple, moi, à titre personnel, genre, j'aurais pas pensé au début de l'année que j'aurais pu le mettre troisième. À mon échelle, c'est hyper haut. Et parce qu'en fait, je trouve que c'est aussi, on évolue les uns avec les autres. C'est-à-dire que l'année dernière, un truc qui m'avait mis une claque un peu au même moment de l'année, qui était Fall Guy, à la fin de l'année, je l'avais mis assez bas. Et là, cette année, en fait, il s'est vraiment faufilé face à des films qui seraient considérés comme des plus grands films. Et je trouve que c'est aussi un truc où je pense que les uns et les autres, on Bien se nourrit sûr. un peu. Et votre vision du cinéma, je l'ai beaucoup plus maintenant. Et voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai mis top 3 et que je rougis pas du tout qu'il soit premier. J'en suis même très content. Moi, je suis grave contente que ce soit nos top 1. Je trouve qu'il nous ressemble, que c'est un film qui nous ressemble. Ouais. Mais Et- moi, je trouve surtout que ça fait beaucoup penser au successeur l'année dernière, quoi. Ouais. Ah non, s'il vous plaît, non, mais dans le Non, sens, mais un choc dans le émotionnel, sens où, quoi. où Ouais, je c'est suis pas d'accord. genre en mode, comme disait Walid, académiquement, c'est pas un film. C'est pas le plus grand film qu'on ait vu cette année. C'est pas le plus grand film, en termes tu de vois. réal, Et en même temps, de scénar. il nous a tellement touchés tous. tous. À l'inverse du Cette successeur année, qui n'était pas dans mon top 10. effectivement, cette année tous, contrairement à l'année dernière, mais du coup c'est beau quoi en fait. Mais Ouais. en plus, je trouve que c'est vraiment un film qui réhabilite la comédie romantique, mais dans tout ce qu'il y a de plus universel en fait de la comédie romantique. Et alors que je trouve qu'il y a beaucoup de thrillers très bons chaque année. Et en fait, les comédies romantiques, c'est quand même un sous-genre C'est vrai. qui se transforme un peu souvent en téléfilm. Et c'est trop chouette parce qu'en fait, je pense que du coup, c'est quand même un genre qui parle très facilement à tout le monde. Donc que ça puisse être Ouais. magnifié comme ça, c'est cool, je trouve. Mais romantique et musical aussi parce que ça donne un vent de fraîcheur déjà à la comédie romantique, mais un vent de fraîcheur énorme aussi à la comédie musicale. On n'est plus avec les violons et les pianos et les altos de je sais pas trop quoi. Ouais. Là, on est sur du Stromae, on est sur du R&B des années 2000. Ça décoiffe. Enfin, franchement, c'est tellement moderne, tellement bien pensé, tellement fin. Enfin, c'est vrai. complètement fou, quoi. Parce que j'avais entendu sur le film pour le décrire et que je trouve assez juste, c'est l'aspect film karaoké, quoi. C'est vraiment Ouais. les tubes de karaoké qu'on connaît un peu tous par cœur en France, ou en tout cas on connaît les refrains et ils se retrouvent là, quoi. Et tu chantes un peu avec eux, quoi. Et moi, le truc aussi où je pourrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'aspect comédie romantique, c'est que je trouve qu'en fait le film il est tellement sur des sujets un peu universels. Qui parle un peu à tout le monde, c'est que moi je le vis même pas comme une comédie romantique, tu vois. Moi je le vis comme une meuf qui a quitté sa province et qui rentre alors elle est parisienne et donc elle a le sentiment d'avoir trahi un peu ces terres-là et qui revient avec tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Et donc l'histoire d'amour passé, c'est juste un des éléments qu'elle a laissé derrière elle parce qu'en fait elle a laissé aussi le restaurant de ses parents, elle a laissé ses parents, ses potes et en fait du coup ce qui est marrant c'est qu'en fait derrière ce truc vraiment universel c'est je pense qu'on y pioche des choses différentes aussi les uns et les autres, tu vois. Et moi le truc qui me parle parce que c'est aussi un peu un truc à une moindre mesure que j'ai vécu, c'est de quitter un peu sa région pour aller à Paris, quoi. Mais finalement, c'est presque une chance qu'on n'ait pas cette BO accessible parce que ça veut dire qu'il faut se le revoir, quoi. Ouais. Et ces musiques, elles vivent que là-bas, quoi. C'est pas comme dans Emilia Pérez où tu peux les écouter et en fait quand tu Et les plus un écoutes, pouvoir. quand tu les écoutes par exemple dans les musiques d'Emilia Ouais. Pérez, c'est inaudible Ouais, parce maintenant, qu'en fait c'est vrai, ouais. elles n'appartiennent qu'au Bah film. oui. C'est vrai. Alors que là, bon, je pense que ça nous ferait pas pareil parce que c'est du karaoké, mais au moins elles appartiennent au film et tu peux pas les désidentifier. Et c'est magnifique parce que ces réinterprétations de ces tubes, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même incroyable, ça nous met des émotions que ce soit sur terre ou sur l'eau parce que sur la glace, mais cette scène de la patinoire, mais c'est complètement fou. Je vous conseille à tous d'aller goûter à 1% de ces émotions sur la patinoire du Grand Palais chaque hiver. C'est une sensation complètement Il y a un folle. placement de produits seul. Collaboration commerciale. On est bon? Et ouais. Et bah voilà pour ce top 10 de l'année 2025. Et bah voilà
Pour cette année 2025, donc je récapitule très rapidement le classement. 10e, The Life of Chuck. 9e, ex-aequo, Mickey 17, L'épreuve du feu, Eddington. 8e, Tardes de Soledad. 7e, Nouvelle Vague. 6e, Je suis toujours là. 5e, 5 septembre. 4e, Dossier 137. 3e, Valeurs sentimentales. 2e, Une bataille après l'autre. Et premier, Partir un jour. Eh ben, on vous remercie. On vous donne rendez-vous en 2026 du coup. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Allez, et ben maintenant place au film de 2026. Salut. Ciao, ciao. Salut. Adios.